Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition, ce nouveau live Twitch consacré au monde du freelancing, le petit déj freelance co-animé entre Portalia et Little Big Connection. Alors, changement d'heure, changement de date, mais pas changement de format. On est toujours accompagné d'un invité et évidemment, je suis en compagnie de Lucie Desira. Salut Lucie. Bonjour à tous, j'espère que vous avez votre café. Comme d'avant. Nous, c'est OK. Même le vendredi, on a le café, évidemment. Pas toi, Seb. Ça change un peu. Alors, effectivement, live Twitch co-animé entre Portalia et Little Big Connection. Portalia, donc société de portage salarial que je représente et qui accompagne les indépendants, notamment dans le domaine de l'IT, et Little Big Connection, donc Lucie, dont tu fais partie. C'est ça. Donc, moi, je suis community leader chez Little Big Connection, et donc Little Big Connection, qui est une plateforme de mise en relation entre les freelances et les entreprises grands comptes dans le secteur de l'IT digital. Effectivement, c'est bien résumé. Avant de présenter notre invité et avant de le laisser un petit peu échanger sur le thème du jour, Lucie, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est le petit déj freelance pour ceux qui ne nous connaissent pas? Bien sûr. Donc, du coup, le petit déj freelance, c'est un moment d'échange, donc c'est bimensuel, avec un expert du monde du freelancing où, bien sûr, on va explorer un sujet en particulier. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, c'est la 9e édition avec Sébastien qui est avec nous. Effectivement, Sébastien qu'on va présenter effectivement dans quelques instants. Alors pour rappel, sachez que j'ai mon petit écran sur la droite. Donc j'ai pas mon café, mais j'ai mon écran. Si vous avez des questions tout au long de ce live, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser et on les prendra au fur et à mesure. Je crois que Sébastien aussi a son live de son côté, donc il saura intervenir. Et donc on va être ensemble pour les prochaines 40-50 minutes pour échanger donc sur le parcours de Sébastien et le thème du jour. Je te laisse introduire, Lucie. De quoi on va parler aujourd'hui? Donc, du coup, pour cette 9e édition, on va donc évoquer comment trouver ses nouveaux clients grâce à sa présence sur les réseaux. Et du coup, avec Sébastien qui est ici. Donc, je pense que Sébastien, donc, au début, tu vas nous partager ton expérience, ton aventure. Et ensuite, on va évoquer ce sujet-là qui est le cœur du sujet de la journée. Et pour commencer, je te laisse t'introduire comme tu le souhaites. Ok, écoutez, déjà, merci pour l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi. J'espère que tout le monde ça va. Je ne sais pas s'il y a encore du monde dans le chat. Je ne vois pas encore les messages. Mais écoutez, en tout cas, je pense qu'on va passer ça va arriver tranquillement. Mais non, j'espère qu'on va pouvoir partager pas mal de valeurs. Ça va être cool. C'est un sujet hyper intéressant. C'est un sujet en fait juste central pour les freelances, pour comment vivre de son activité. En quelques mots, alors moi je m'appelle Sébastien, j'ai 28 ans, j'ai toujours pas fait ma puberté, mais ça se voit sur mon visage. Et quoi d'autre? Je suis consultant et formateur LinkedIn et aussi Canva. Donc ça, c'est un petit peu mon titre, on va dire, aujourd'hui. Peut-être que je vais faire un petit aperçu de mon parcours aussi. Alors j'ai fait des études commerciales, j'ai fait un DUT Tech-Loco, voilà, comme des millions de personnes en France. Et après, avec mes études, j'ai fait une petite licence pro, j'ai pu voyager un petit peu, donc j'ai beaucoup vécu en Espagne, comme vous. Donc j'ai vécu à Madrid, à Séville. J'ai aussi fait un petit peu de voyage en Chine, dans une petite ville qui n'est pas trop touristique, encore moins maintenant, qui s'appelle Wuhan. Et après, de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé à vivre dans différents pays, Croatie, et arrivé à m'installer à Madrid, découvrir l'univers startup. Et à partir de là, en fait, j'avais toujours un amour pour le marketing digital. C'est des choses que je voulais explorer, que je n'ai pas eu trop l'occasion. Et il se trouve que la startup, c'est ce que c'est un milieu très intéressant et à la fois qui peut être très compliqué aussi. Il y a du bon et du moins bon. Et donc, j'ai pu découvrir des gens formidables, j'ai pu m'éclater, mais ça ne me correspondait pas non plus complètement. Il y a quelque chose qui me manquait. J'avais besoin de tenter des choses. Les choses que j'apprenais, en fait, je voulais les mettre en application. Je voulais aller sur des chemins que je n'avais pas encore explorés. Et il se trouve que ça s'est pas forcément très bien fini puisqu'il y a eu burn-out pour tous les gens de mon équipe, malgré le fait qu'on travaille bien, qu'on avait, moi j'avais un portefeuille de propriétaires immobiliers, on faisait dépasser le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc j'avais 22 ans, 23 ans à l'époque, donc c'était pas mal à gérer ça déjà, c'était une bonne expérience. Mais voilà, ça s'est pas très bien fini. Il se trouve qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain sans emploi, sans logement, et donc du coup à vivre dans un squat avec le chômage, et à ce moment-là se dire ok, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, j'ai toujours idolâtré les gens qui faisaient ça, les digital nomades ou quoi, c'était vraiment mon truc à l'époque. Et je me suis dit là, j'ai une occasion en fait, la vie me montre que c'est le moment qu'il faut d'y aller. Et du coup voilà, parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose aussi qu'on sent en nous. Alors quand je dis entrepreneur, j'inclus les freelances dedans aussi, mais c'est vrai que ça peut s'apparenter à un saut dans le vide,
D'où aussi le nom de mon entreprise qui s'appelle Le Grand Saut, et S-O-T. Hein, c'est aussi ce fait de dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Mais c'était vraiment pour moi, voilà, symboliser ce saut dans le vide et y aller, quoi. Y aller pour vivre de ce que je savais faire. Être aussi, il y avait une sorte de... Quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est la responsabilité. Tu sais, quand tu es à ton compte, tu es responsable de tes échecs et de tes succès. Ce qui est à la fois génial, parce que c'est hyper, comment dire, reward, c'est hyper, ça congratule, enfin, je sais pas comment dire. Gratifiant. Gratifiant, voilà, gratifiant. C'est hyper gratifiant d'avoir tes propres réussites et de les célébrer et te dire je ne dois ça qu'à moi-même, ou presque, parce que pour moi, on réussit jamais vraiment tout seul. Après, voilà, c'est entrepreneuriat, donc aussi quand tu rates, quand tu chies, c'est ta faute. Et donc, c'est beaucoup de remise en question, c'est pas tous les jours facile, mais tu es obligé d'avancer, d'être créatif dans tout ce que tu fais, création de contenu, mais aussi dans ta façon d'approcher les choses. Et c'est une vraie aventure géniale. Donc, je pense que tous ceux qui vont suivre ce live, la plupart sont à leur compte. Et je pense qu'on se retrouve dans ça, dans cette envie de liberté, pas avoir forcément de boss, pas forcément d'horaire, mais de créer ses propres règles. Je sais que c'est pas facile toujours, mais il y a des moyens d'y arriver et de s'en sortir, quoi. Et du coup, tu as créé Le Grand Saut directement à tes débuts. Comment ça s'est passé en termes de ton activité? Ah oui. C'est vrai que j'ai pas précisé que je me suis lancé pensant du timing, le type. Il vit dans un squat et c'est ça. Et je me lance juste avant le Covid, en fait, juste avant le confinement, parce que ça poussait, j'avais vraiment envie de le faire, j'osais pas, honnêtement. Et c'est là aussi, moi je me suis souvent dit aussi pendant cette phase de préparation, il faut que je sois célibataire pour lancer mon truc parce que je vais me dédier à fond dedans. J'étais pas célibataire du tout à ce moment-là. Et il se trouve qu'en fait, si j'avais pas eu ma copine non plus, qui elle aussi s'est lancée à son compte, mais qui surtout qui me poussait, je l'aurais pas fait. Donc, je fais une petite aparté, c'est pas une faiblesse d'être en couple, surtout quand on veut se lancer. C'est au contraire, je pense que ça peut être aussi une force. Et du coup, ouais, je me suis lancé avril 2020, donc début du Covid, vraiment, c'était vraiment le début du confinement. Et voilà, et du coup, ça pouvait faire très peur. À l'époque, moi, c'est vrai que je publiais depuis quelques mois sur LinkedIn. Déjà, on était employé dans la startup où j'étais. Je bidouillais et je m'étais dit, ah, c'est bizarre, j'ai 300 abonnés dans mon réseau. Je fais des posts qui font 1000 impressions. C'est 3 fois plus que ce que j'ai, tu vois, dans mon réseau. Je trouvais ça fou. Et quand on voit, par exemple, sur Twitch ici, comment c'est dur de percer, l'algorithme, il pousse pas forcément. Donc, avoir 1000 impressions, pour moi, c'était incroyable. Et je m'étais dit, OK, il y a quelque chose à faire. Et donc, j'avais commencé à publier un petit peu pour moi, pour mon entreprise, bidouiller, vraiment des trucs un peu inspirants, tu vois, des trucs comme ça. Les vidéos buzz, c'était pas magnifique. Et après, voilà, quand je me suis retrouvé à vivre dans le squat, je me suis dit, OK, là, il faut que j'ai 6 mois de chômage espagnol et il faut que je me lance. Et donc là, j'ai commencé à communiquer pour moi, mais communiquer sur ce que j'aimais, sur ce qui me passionnait, le marketing, LinkedIn, les réseaux sociaux. Et petit à petit, en fait, les gens ont commencé à me dire, OK, alors moi, je créais beaucoup de carousel à l'époque, c'était le nouveau format, c'était en 2020. Tu peux nous préciser pour ceux qui ne voient pas très bien le carousel? Oui, pardon, oui. Oui, très bien. Les carousels, c'est ce format de post, vous savez, c'est des slides qu'on peut faire défiler. Donc, en fait, c'est pas simplement du visuel, c'est aussi, on peut vraiment aller plus en profondeur dans des sujets, ce qui est c'est un format très intéressant que j'adore toujours, qui est disponible sur Instagram, sur Twitter, peut-être, je suis pas sûr, mais sur LinkedIn. Et du coup, ouais, c'est un format pour moi très puissant. Et à l'époque, peu de gens encore, il n'y avait déjà pas autant de créateurs qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Le Covid a fait un gros coup de boost. Et voilà, à l'époque, j'étais l'un des premiers à me lancer sur ça, sur ce format-là. Et du coup, rapidement, j'ai pu faire rapidement mon trou. J'ai les souvenirs là sur mes stories Instagram. J'ai vu que c'était au bout de 6 mois que j'ai eu 6 000 abonnés. Donc, c'est quand même monté assez vite. Aujourd'hui, je suis à 30 000 quasiment, mais ça fait 3 ans après. Donc, je suis pas la croissance la plus exponentielle. Il y a des gens qui ont fait bien plus que moi en termes d'abonnés. Mais d'un côté, c'est pas ce que je recherche. D'un côté, moi, je suis pas là pour être influenceur. Je suis là pour faire vivre mon business. Donc, je suis là aussi, et c'est là aussi que je tiens à rassurer les gens qui sont là. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour vivre de votre activité. Au contraire, d'ailleurs, c'est très étonnant de voir que la plupart des gens qui ont une grosse audience, souvent en fait, sont devenus des médias. La plupart des temps sur LinkedIn, en tout cas, c'est des médias, des gens qui partagent des vidéos, mais c'est pas forcément des gens qui ont une activité derrière. Donc, moi, j'échange avec beaucoup de personnes et je sais qu'il y en a qui en vivent pas du tout. Alors qu'il y a des gens avec 1000 abonnés qui ont une audience très qualifiée, une niche très précise aussi, une expertise très reconnue et qui gagnent très bien leur vie. Et aujourd'hui, tu dirais, donc, tu disais que tu étais expert sur Canva notamment. Aujourd'hui, quelle est ton activité principale? C'est-à-dire 3 ans après t'être lancé. Si on doit résumer Sébastien Cambé aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu proposes à toutes les personnes qui te suivent? Alors, c'est vrai que quand je me suis lancé, c'était du coaching LinkedIn. Voilà, moi, c'est au bout de 6 mois, j'avais toujours pas osé sauter le pas. J'avais toujours pas osé me dire c'est possible, tu as le droit de gagner de l'argent sur LinkedIn.
on a vraiment fallu genre me pousser. Je me rappelle, j'ai un message encore qui est là, j'ai dans mes messages, qui est très, 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 pour moi, frappant. Une personne qui est venue me dire, moi, je suis prêt à sortir la carte bancaire pour que tu me payes, pour que tu me donnes des coachings. Et même là, je n'étais pas capable d'avoir ce déclic, de me dire, ouais, en fait, tu peux vivre de ça, quoi. Et donc, mais j'ai quand même réussi à sauter le pas. Et en mai, c'est là où j'ai commencé, mai 2020, à faire mes premiers coachings. Je suis passé de coaching, donc coaching LinkedIn, accompagnement stratégique, etc., à 400 € à l'époque, 450 € par mois, ce qui me semblait être une fortune. Et j'avais beaucoup, beaucoup de pression, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Mais bon, quand même, c'est dire à quel point, pour moi, j'avais l'impression de les arnaquer, quoi. Et quand on voit les prix des coachings aujourd'hui, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, je suis passé par ça. J'ai fait du copywriting, donc ce qu'on appelle du ghostwriting aujourd'hui, c'est-à-dire écrire des posts LinkedIn pour des entreprises, pour des marques ou pour des personnes, des marques personnelles du coup. J'ai fait ça pendant 1 an, ce qui m'a pas forcément épanoui. Je continue de le faire de temps en temps pour certains clients, mais pour moi, c'était un petit peu, j'avais vite fait le tour et j'avais besoin de choses nouvelles. Et surtout, j'ai envie d'avoir un impact. Moi, c'est quelque chose qui m'anime aussi, c'est avoir un impact et aider le plus de personnes possible. Ce qui est en train aussi de conditionner pas mal mon revirement de stratégie cette dernière année. Et du coup, aujourd'hui, je pense que je me décrirais plus comme consultant, dans le sens où je vais aller conseiller des personnes dans leur stratégie LinkedIn, leur stratégie de création de contenu, et des marques aussi, former des entreprises aussi. Donc là, je suis aussi formateur à la fois pour les entreprises, mais aussi et surtout pour les solopreneurs, pour les freelances. Ça, c'est mon gros cœur de cible. Et c'est pour ça aussi, c'est ce qui me motive à faire des produits qui sont accessibles, parce que je veux pouvoir aider le plus de personnes possible. Si je devais me décrire aujourd'hui, alors je me mets des titres, consultant, formateur, c'est pour visualiser, mais en gros, moi, je me vois, faire bizarre peut-être un peu, mais je me vois comme un maître d'armes. Je suis le maître d'armes, je veux être le maître d'armes des solopreneurs. C'est-à-dire que chacun arrive avec son talent, avec sa passion, avec ses forces, mais tout le monde ne sait pas forcément l'exprimer. Tu arrives sur les réseaux sociaux, tu as tout le monde qui défend son bout de pain, tu sais, qui dit il faut faire ça, il faut que tu utilises cet outil, il faut que tu te formes à ça. Forcément, parce que des gens vendent des formations derrière, etc. La réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'aller sur chaque outil le plus fancy, le plus nouveau à chaque fois. Avec certains outils très simples, comme Canva, en fait, Canva, c'est largement suffisant pour les gens qui se lancent. S'ils veulent faire de la création de contenu visuel, s'ils veulent faire des vidéos. Là, dernièrement, j'ai partagé une publicité que j'ai fait avec Canva, quoi. Une publicité vidéo. Tu peux faire des sites web, tu peux faire des webinars. Enfin, voilà. Moi, j'essaie de donner aux gens la maîtrise des outils simples. Pas la peine de se compliquer la tâche ou quoi. Aller sur des choses simples et leur donner les meilleures armes. Voilà. Moi, je me vois comme ça, comme un maître d'armes des solopreneurs. C'est peut-être bizarre, mais c'est hyper intéressant comme appellation. Et alors, tu disais, tu as traité de toutes tes difficultés, évidemment, de quand tu t'es lancé, du fait que pour toi, c'était même presque vital, en fait, que ça marche au niveau de ton activité. Tu nous parlais en préambule, lorsqu'on préparait ce live, de notion de revenus réguliers. Tu as réussi aujourd'hui à créer autour de ta communauté et autour de tes produits, ou de ce que tu proposes, en fait, à ton public, de quoi finalement, toi aussi, avoir une base pour vivre sereinement un peu tous les jours, ce qui est régulièrement pourtant une difficulté pour les freelances, puisqu'évidemment, ceux qui sont en projet, dès que la mission s'arrête, évidemment, il y a toujours une peur de la suite. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de cette vision-là que tu as développée, justement, comment tu arrives régulièrement en fait, à t'en sortir, et même quand tu as des downs d'activité? Ouais, tu as raison, mais c'est hyper intéressant, ça, c'est un sujet et je trouve qu'il n'est pas assez aussi discuté. On va beaucoup, surtout sur LinkedIn, on va voir beaucoup, viser les SMIC LinkedIn, 10 000 € par mois, nanana, ça on le voit, hein. Tu sais, tous ces gens-là qui te partagent le chiffre d'affaires. Si tu arrives à faire 10 000 € par mois, tant mieux pour toi. Mais si tu as un client et qui se barre du jour au lendemain, tu passes de 10 000 à 0. Donc, en tant que freelance solopreneur, tu peux en crever en tant qu'entreprise. Je ne souhaite pas d'en crever dans ta vie, mais en gros, ça peut couler ton entreprise. Et du coup, le fait de chercher à avoir des revenus réguliers, c'est même si tu gagnes 500 € en revenus réguliers, pour moi, ça a plus de valeur que gagner 1 500 € par mois avec un contrat qui arrive ponctuellement, tu vois. Largement, ça vaut largement plus, parce qu'en fait, ces gens-là, donc c'est cette vision aussi que j'ai, et c'est aussi quelque chose qui est accessible à tout le monde, en fait, même si tu te lances. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai créé la Canva Academy, donc c'est une sorte de formation par abonnement où chaque mois, je rajoute de nouveaux contenus, on fait des lives, je propose des cours vidéo, etc. Sur Canva, c'est un abonnement à 7 € par mois. Donc, c'est extrêmement bas. La barrière du prix est très, très basse, ce qui est volontaire aussi. Il y a un aspect stratégique derrière ça. Mais voilà, déjà, ça permet de vendre et de s'enlever aussi cette barrière de se dire « Oh, je vais arnaquer les gens ». On a peur au départ de vendre trop cher. Ça, c'est une solution parfaite. Voilà, si on se lance et qu'on a peur, on peut se sentir pas forcément légitime aussi. Se dire « Ouais, je suis peut-être pas légitime pour facturer X milliers d'euros ». Bref, c'est très dur aussi de déconstruire certains syndromes de l'imposteur. On l'a tous au départ, et en continuant d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est très dur de se détacher de ça.
faire un abonnement à un prix pas trop cher, ça permet de faire ça. Alors après, là, tu vois, la Canva Academy, on est un peu plus de 100 abonnés, donc on va dire que c'est 700 euros de revenus mensuels réguliers. Et donc, on peut se dire, on n'en vit pas de ça. C'est vrai, on n'en vit pas, mais il faut avoir en fait une vision long terme. Et c'est ça aussi, c'est que ces personnes-là, pour qui je partage du contenu, pas gratuitement, à 7 euros, mais à un prix très accessible, et c'est du contenu de qualité, je mets la même qualité que je mettrais dans une formation. Et du coup, les gens se disent, putain, punaise, pardon, je sais pas si on peut dire des gros mots en live, mais punaise, on coupera 7 balles pour ça, qu'est-ce qu'il peut faire en fait pour 50, 100 ou un accompagnement personnalisé à 2000 balles, quoi. Qu'est-ce que ça peut être? Et en fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte que depuis que j'ai lancé ça, mon carnet de réservation, de coaching, etc., il se remplit aussi, alors que j'avais peur aussi de me dévaloriser. Alors, pas du tout, en fait. C'est au contraire, il y a cet effet waouh où les gens se disent, ah ouais, non, mais en fait, c'est ça que je peux avoir pour 7 euros. Et du coup, il y a beaucoup de gens, en fait, on gagne la confiance. Et ça aussi, c'est ce qu'on veut faire pour créer des ventes, pour provoquer la vente. On veut créer, et c'est ça le personal branding aussi, c'est créer la proximité et créer la confiance. La confiance, il y a rien de plus précieux dans un business, en fait. Un business et c'est ça que les gens ont peur, ou les business ont peur, c'est faire le bad buzz. Pourquoi? C'est parce qu'on perd la confiance des personnes à qui on s'adresse. Et du coup, en faisant un produit comme ça accessible, je ne dis pas de faire à 7 euros, tous les business ne sont pas les mêmes forcément, mais il y en a qui peuvent être des abonnements à 20 euros. Ça permet en fait déjà de réduire les frais et d'accompagner les gens dans la durée. Et moi aussi, ça me permet aussi d'être obligé de me renouveler. Je suis obligé chaque mois de mettre de nouveaux contenu. Donc, c'est une formation aussi en termes d'échange gagnant-gagnant. Je trouve que c'est hyper qualitatif, quoi. Moi, j'adore ça. Et c'est quelque chose que je suis en train d'appliquer avec un de mes anciens associés aussi, Kevin Will, qui est en train de faire pareil lui, pour une sorte de réseau pro qui s'appelle Electron. Voilà, c'est un peu cette vision qu'on a. Accompagner plus de monde, continuer à partager beaucoup de qualité. Et en fait, on se rend compte que nous, on en ressort aussi vraiment gagnant. Et petite précision avant de parler de Kevin, parce qu'on avait également prévu d'interroger là-dessus. Ça rejoint en fait la question du prix qu'on pose d'ailleurs dans certains de nos précédents lives, où certains de nos intervenants disaient ayez une bonne gestion de votre prix au départ pour développer votre réseau, développer votre clientèle, quelle que soit en fait la mission ou le produit que vous proposez. Comme tu dis, il ne faut pas se dévaloriser, il ne faut pas être trop peu cher d'entrée. Il faut trouver le juste milieu finalement entre un prix attractif qui te permet de développer ton réseau et une fois que tu es lancé effectivement et que tu as confiance, effectivement tu te gères un peu plus. C'est un peu un aparté pour ceux qui se lancent et qui veulent très vite des taux journaliers très élevés, alors que c'est peut-être pas forcément la meilleure manière de se développer. Mais c'est intéressant ça, tu vois, je fais aussi une petite aparté sur ça parce que la plupart des influenceurs, on va dire business ou LinkedIn, qui sont sur LinkedIn, qui ont des grosses audiences en plus, ils vont te dire oui, il faut décorréler ton temps de ton argent que tu gagnes. Et le lendemain, ils vont te faire un post, je gagne 500 euros par heure d'appel, tu vois. Et tu es là, en fait, mais tu reprends les mêmes réflexes. Enfin, tu vois, tu te contredis. Et du coup, il y a pas. Moi aussi, c'est pour ça aussi, encore, nouvelle aparté, je ne parle jamais de mon chiffre d'affaires. Je ne dis jamais de chiffres parce que, déjà, je trouve que ça me regarde. Et après, je ne veux pas non plus. Moi, je suis très heureux avec ce que je vis. J'ai un luxe, c'est je vais faire mes courses et je ne regarde pas combien ça coûte. Pour moi, c'est un énorme luxe. Je peux rentrer chez moi en France 3-4 fois par an, il n'y a aucun souci. Et en fait, j'ai assez pour vivre bien. Mais c'est-à-dire que mes standards sont. C'est-à-dire que si je donnais mon chiffre d'affaires, dans tous les cas, je serais perdant. Mes concurrents diraient soit il est trop bas ou soit il est trop haut, c'est un mytho. Et les gens à qui je m'adresse, les freelances, je pourrais mettre aussi des attentes trop hautes. Tu vois, je leur dire, en fait, si admettons, je gagne 5 000 euros par mois, il y en a qui seraient très bien avec 2 000 euros par mois. Tu vois. Et en fait, c'est juste aussi pas mettre de mauvaises attentes. Les gens, tout le monde a des attentes différentes. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir le même revenu aussi. Donc, c'est pas pareil. Moi, aujourd'hui, gagner ma vie, j'ai pas d'enfants. Tu vois. Quelqu'un qui a des enfants, il a forcément besoin de plus de charges. Il faut que tu sois aligné à ton rythme de vie, à ton quotidien. Ouais. Exactement. Donc, c'est sortir aussi de ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffre d'affaires. Chacun fait au mieux pour soi. Et c'est aussi une raison, voilà, c'était une petite aparté, mais c'est une raison pour laquelle je ne parle pas de ça, ou très peu, quoi. Et du coup, si on parle juste un peu de ce que tu dis, donc du coup, de tous ces coachings, tout ça, toi, pour ton expérience, comment ça t'a aidé les réseaux justement à créer ta notoriété, à trouver de nouveaux clients? Est-ce que ça a été un élément important dans ta carrière? Comment ça s'est passé? C'est vrai qu'on avait parlé un petit peu en préparant ça. Ouais, c'est ça. Zéro tout réseau. Ouais, moi, je suis parti. C'est ce que je vous disais, c'est que moi, ma famille n'est pas du tout dans le digital. On vient du Sud-Ouest, un peu comme vous aussi. Et du coup, moi, c'est vraiment un réseau agricole que j'ai. Hein. Mon père est dans une truc d'insémination de vaches, ma mère dans les céréales. Donc, vraiment, on est dans le terroir. Du coup, et j'ai pas d'entrepreneur non plus dans mon réseau, pas du tout. Je me suis dit, du coup, putain, comment j'ai galéré tout au début, ce qui peut être vrai. Mais du coup, LinkedIn, c'est un réseau pro. LinkedIn, tu peux t'entourer de personnes aussi et échanger. Et je pense que ça passe beaucoup par ça aussi. L'échange, moi, j'ai eu aussi la chance de me rapprocher beaucoup de Kevin, qui avait plus d'expérience que moi aussi.
Et, et du coup, on a pu beaucoup en fait apprendre aussi l'un de l'autre. Mais c'est ça aussi, les échanges, c'est donner et recevoir. Et du coup, en partant comme ça, en construisant sa réputation, en commençant à créer du contenu, en mettant en avant son image de marque, en mettant en avant son histoire, son expertise, ses centres d'intérêt, tu commences à te construire une image en 3 dimensions. C'est ça, en fait, ton personal branding. On ne veut pas juste créer une façade, on veut créer la proximité, que les gens aient l'impression de connaître ton univers. Donc, c'est cette image en 3D que tu veux construire. Et en fait, comme ça, petit à petit, tu crées du lien. Oui, c'est moyen-long terme, on va dire. Donc, c'est en dessous de 6 mois, c'est compliqué d'avoir des résultats extraordinaires. Mais pourtant, c'est tellement puissant. Moi, voilà, en partant de zéro, aujourd'hui, j'avais un réseau de 300 personnes, peut-être, 300 connexions. Aujourd'hui, on est plus de 30 000 à être réunis autour de ce que je partage. Non, on est à 29 000. Je m'en des chiffres. Voilà. Mais bon, à peu près 30 000, quoi. Et, mais du coup, voilà, moi, je suis parti vraiment de pas de réseau, mais en accompagnant des gens. J'apprends aussi beaucoup de mes clients. Tu vois, les clients aussi, aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir les choisir parce que je crois beaucoup dans la loi de l'attraction, mais je crois encore plus dans la loi de la répulsion. Donc, c'est-à-dire que si tu assumes aussi ta personnalité ou certaines choses dans ta communication, tu vas forcément repousser certaines personnes. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est très bien. Mais c'est aussi quelque chose qui a dû changer dans ma tête parce que moi, j'avais en fait une image très lisse au départ. Je voulais froisser personne. J'arrivais sur LinkedIn, j'étais un gamin. À l'époque, il n'y avait pas autant de créateurs, encore une fois. Il y avait beaucoup plus de cadres supérieurs, c'était plus de 45 ans. Je ne voulais pas dire de conneries. Sauf que, en fait, en ayant cette approche-là, tu es lisse. Et si tu veux t'accrocher à une personnalité, c'est comme une paroi d'une falaise. Il faut qu'il y ait des aspérités, il faut qu'il y ait des endroits où t'accrocher. Si c'est lisse, tu te casses la gueule. Et concrètement, c'est ça. Quand tu construis ton personal branding, il faut assumer. Moi, j'ai un humour de bof. Voilà, je tiens à lire. Ça se voit, je pense que ça se ressent dans mes carousels, dans mes visuels ou quoi. Je fais tout le temps des blagues de merde. Et il y en a beaucoup qui doivent se dire, mais quel trou du cul. Et ils auraient raison. En fait, ils ont raison. Voilà, ce matin, tu as fait un post sur la cumulée, c'est ça? La cumulée, c'est pas... Ok. C'est ça. Ouais, tu vois, c'est une approche un peu décalée pour parler. Je parlais en fait des conseils, des erreurs à ne pas faire dans les carousels. Et j'ai pris cette approche de dire une des erreurs, c'est pas la cumulée que je vais te parler aujourd'hui, c'est d'autres erreurs, c'est celle qu'on fait dans les carousels. Bref, moi, ça me fait rire. Mais je pense que ça fait rire certaines personnes. Il y en a que ça fait pas rire, qui vont arrêter de me suivre. Et il n'y a aucun problème avec ça. Ouais. Mais ouais, je sais pas si je me suis perdu un peu dans. Non, je sais pas. Non, mais effectivement, en tout cas, tu précises que tu as su en fait construire ton personal branding au fur et à mesure des créations de contenu. Vas-y, Lucie. Non, et tu as aussi beaucoup parlé du coup, qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu justement sur LinkedIn. Comment tu expliques justement ce phénomène autour de cette émergence de tous ces créateurs de contenu et comment ça se fait que ça prenne autant d'ampleur aujourd'hui? Pour moi, le Covid a été un accélérateur de fou parce que moi, je l'ai vécu vraiment. J'avais débarqué un an un petit peu avant le confinement. Donc, j'étais tranquille et après, ça faisait vraiment 3-4 mois que j'étais à fond pour ça. Donc, juste avant le confinement. C'était un accélérateur voilà, on voit ce qu'on fait là. Les visios comme ça se faisait pas avant. Pas autant. Donc, pour moi, il y a eu ça. Et les gens ont compris surtout qu'il y avait une opportunité. L'algorithme était très généreux pendant 3-4 ans. Donc, tu publiais sur LinkedIn, même avec peu de gens, tu arrivais à avoir une très, très belle portée. Si tu publiais des vidéos à l'époque, moi, où j'y étais au tout début, une vidéo, ça devenait viral. C'était le nouveau format à la mode. Et vraiment, c'était très poussé par l'algorithme. Tu pouvais faire des millions de vues. J'ai fait des millions de vues sur des vidéos pas fou, pas folles. Tu vois, qui faisaient le buzz sur Facebook, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu cette offre d'opportunité. Les gens ont vu aussi que tu pouvais faire du business, pas simplement visibilité, mais aussi business. Donc, petit à petit, ça arrivait. Tu vois, ça a mis peut-être, j'ai envie de dire, 2021-2022, où vraiment ça a explosé. On a vu vraiment des jeunes arriver. Ça c'était vraiment le changement. Donc, ça a été cette opportunité-là, je pense, de visibilité d'abord, et après de se rendre compte qu'on peut faire du business. Après, le fait qu'il y ait plus de concurrence, c'est pas forcément, alarmant. Moi, j'ai accompagné beaucoup, par exemple, de rédacteurs web. Rédacteurs web, ceux qui écrivent les articles sur les blogs, etc. J'en accompagnais pas mal. Et il y en a beaucoup sur LinkedIn. Il y en a beaucoup. Rédacteur web, community manager, tu as la concurrence. Et c'est là aussi où je pense que c'est hyper important d'assumer son personal branding, de le définir à la base, hein, mais d'y aller à fond et d'assumer tous ses bons côtés comme ses mauvais, mais d'y aller à fond. C'est qu'en fait, une fois que tu es toi, ta différence est ton meilleur atout pour te différencier et pour éliminer la concurrence. Et quelqu'un qui fait de la formation Canva, formation LinkedIn comme je peux faire, il y en a plein. Il y en a plein, en fait. Je ne suis pas tout seul. Les experts LinkedIn, il y en a un paquet. Mais Sébastien Carmin, il n'y en a qu'un. Et en fait, les gens, ils vont vouloir travailler avec moi pour mon expertise, certes, mais qu'ils peuvent retrouver ailleurs.
mais aussi parce que c'est moi, c'est mon approche, c'est ma façon de voir les choses et ma personnalité aussi. Donc, tu sais, moi, quand j'ai lancé des formations, ça m'a rendu fou. Enfin, ça m'a rendu fou, non, ça m'a vachement surpris. Des gens qui me disaient, écoute, ça fait un moment que je te suis, je prends ta formation pour te remercier de tout le contenu que tu as partagé gratuitement. Je trouve ça incroyable, tu vois. Et presque la formation, c'était presque secondaire. Mais c'est un peu comme tu sais, les applications gratuites ou de jeux ou autres, où tu décides finalement, même les communautés Twitch d'ailleurs, où tu décides de donner un sub ou quelque chose parce que tu veux remercier la personne. Mais c'est quelque chose effectivement d'hyper intéressant. Et je pense quel que soit quel que soit ton poste en fait et quel que soit ce que tu recherches, on dit souvent que les recruteurs, par exemple, si on parle plutôt sur le domaine de la prestation intellectuelle, ce qu'on connaît mieux, en fait, sont très attachés aux soft skills parce que finalement, un développeur web, t'en as des milliers sur le marché, tu as une question de tarification évidemment qui est différente, mais qu'est-ce qui va faire la vraie différence? C'est le ressenti, c'est la confiance que ça va avoir avec le client et comme tu le dis, en fait, c'est aussi une forme de personal branding. Complètement, mais complètement. En fait, le personal branding, on se considère comme un média, mais c'est même pas moi-même, c'est certaines facettes de ma personnalité que j'ai choisi de montrer. Forcément, on connaît pas toutes, mais même ma copine ne connaît pas toutes mes facettes. Quand je suis avec mes potes, quand on boit une bière et quand je suis avec ma copine en regardant Netflix, c'est pas les mêmes facettes que je montre forcément. Mais du coup, est-ce que tout le monde connaît nos facettes? C'est pas sûr. Peut-être nos parents à la limite, même pas sûr. Mais en gros, sur LinkedIn, tu choisis ce que tu montres aussi. Et c'est pour ça aussi, alors Césac, ça peut être très compliqué si tu prends des commentaires un peu, on va dire, costauds ou un petit peu haineux, ça peut arriver, de ne pas prendre ça personnellement. C'est ta marque personnelle. Et c'est ta marque qu'ils attaquent, pas toi. Et autre chose, oui, pour rebondir sur ces trucs de soft skills et des recruteurs, justement, j'ai vu passer un peu, je crois que c'était il y a une semaine, un recruteur qui disait si quelqu'un a mis sur son CV qu'il fait un marathon, qu'il a couru un marathon, je le prends direct pour un entretien. Parce qu'en fait, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable d'être régulier, de se pousser au-delà de ses limites. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce que oui, c'est ça. Aujourd'hui, si tu vas communiquer sur LinkedIn, même que tu es en recherche d'emploi, tu dis, ben voilà, je me prépare pour un marathon pendant que je suis toujours en recherche d'emploi, nanana. Ben en fait, déjà, tu crées de l'affection parce que tous ceux qui font du marathon, ils vont vouloir aussi. Tu n'es pas à l'abri qu'un recruteur qui fasse du marathon tombe sur toi. Donc, ça crée des connexions. Mais c'est ça, en fait. Et surtout, alors, je ne sais pas s'il y a des chercheurs d'emploi qui vous suivent ou quoi, mais c'est plutôt que se considérer comme chercheur d'emploi, c'est se considérer comme proposition de talent, proposition de bras. Et je pense que faire ce changement de vision, ce switch, ça change beaucoup de choses, en fait. Toi, tu es là parce que tu as telle valeur, tu es telle personne, tu vas communiquer sur ça, tu vas montrer, en fait, tout simplement, tu vas créer une façade, une vitrine sur LinkedIn, et tu vas montrer ça, et après, ça peut t'attirer ça attire souvent, et on a connu plein de gens qui ont trouvé des métiers sur LinkedIn, clairement. Après, c'est aussi un gros challenge, je pense, de trouver quelle facette tu veux montrer et comment tu veux la montrer. J'imagine que c'est ça aussi que tu dois, comme ça aussi. C'est exactement ça. Les freelances que tu accompagnes, mais du coup, qu'est-ce que tu conseilles, tu donnerais un peu, ou en tout cas, toi, comment tu as fait pour choisir les facettes que tu voulais mettre en avant plus que d'autres? C'est la base de la base, parce que c'est vrai que ça va conditionner tout. Et quand tu construis ta marque, même en communication, quand tu construis une charte graphique ou quoi, il faut que tu aies les bases, on va dire, rationnelles et émotionnelles. Il faut que tu saches où tu vas aller. Moi, ce que je conseille, c'est de choisir ce qu'on appelle des piliers de contenu pour créer ton contenu. Mais en gros, je fais des petits extraits de mes formations. En gros, je demande d'en choisir 5. Tu vois. Si tu en choisis 5, tu en choisis 2 ou 3 qui tournent autour de ton expertise. Donc, pour moi, ça pourrait être le marketing, les réseaux sociaux, la création de contenu, par exemple. 2 ou 3 qui vont être plus des choses autour de ta personnalité émotionnelle. Donc, là, ça peut être la bienveillance, l'honnêteté, tu vois, la radicalité, même l'honnêteté radicale, tu vois, ça peut être très costaud, mais voilà, c'est des choses qui vont être plus humaines, en fait, qui vont permettre de donner une dimension experte, enfin d'expertise, de notoriété, une dimension humaine, et après, vraiment, un facteur X, ce petit truc qui fait la différence. Ça peut être qu'on est expatrié, par exemple, tu peux communiquer sur ça de temps en temps. Ça peut être, je ne sais pas, il y en a qui communiquent sur le féminisme, par exemple, qui sont assez militantes. Ça peut être aussi un facteur différenciant. C'est trouver quelque chose qui est vraiment à toi et que tu incarnes, en fait. Quand tu choisis ces valeurs, il faut les incarner jusqu'au bout. Il n'y a rien de pire que de créer une marque personnelle qui soit incohérente. Ce que je vous disais, par exemple, avec l'exemple que je vous disais des personnes qui disent détache-toi du rapport temps-heure et qui après te disent je gagne 500 € de l'heure. Là, en fait, tu crées une incohérence. Donc, sur le long terme, bon, voilà, tu te fais un avis, tu te dis, bon, ok, ça marche pas, quoi. Donc, si tu veux vraiment créer une marque personnelle puissante, il faut qu'il y ait aussi de la cohérence pour que les gens puissent continuer à s'accrocher et te suivre. C'est ça que tu veux, en fait. C'est que le but, moi, si LinkedIn se ferme demain, je sais qu'il y aura une grande partie de ma communauté qui me suivra ailleurs, tu vois. Et ça, c'est la puissance. Ça, c'est la vraie puissance d'un personal branding. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, les gens accrochent avec ta vision, accrochent avec tes projets.
Et du coup, ouais, ce que je peux conseiller dans un premier temps, avant que je me perde, c'est vraiment choisir ces piliers d'expertise. Parce que derrière, ça va construire ta tonalité, construire la personnalité que tu vas renvoyer, les facettes que tu vas vouloir montrer. Ça peut construire après aussi le ton sur lequel tu crées tes posts, le type de post aussi. Moi, l'humour, c'est quelque chose que j'ai voulu intégrer aussi. Super humour. Mais voilà, ça fait partie de ça, quoi. Non, mais ok, mais c'est effectivement, donc c'est mettre en avant effectivement ce qui te, tu l'as dit toi, les piliers, l'expertise et ce qui te définit en fait, et ce qui peut être vraiment presque un avantage comparatif en fait, si on parle business comparé à d'autres. Et finalement, alors là, on est sur la facette des personnes qui déjà sont plutôt prêtes à se lancer. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas prêts à se lancer sur notre chat également, ils peuvent le faire. Mais de la même manière, qu'est-ce que finalement, si on en est au step 0, si on n'ose pas publier, comme tu dis, on a peur de froisser, on n'est juste pas à l'aise avec le fait de publier régulièrement sur LinkedIn, ce qui peut se comprendre. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes justement qui n'osent pas publier, qui n'osent pas poster, qui n'osent pas créer de la régularité là-dessus, qui n'en font pas, on va dire, quelque chose de central dans leur stratégie? Je leur demanderai ce que c'est mon avant-dernier post. C'est une des choses que j'aime bien faire. Parce que clairement, déjà, même moi, je ne m'en rappelle plus. Et la plupart des gens ne s'en rappellent pas, en fait. C'est aussi comprendre que sur les réseaux sociaux, on est dans un autre paradigme de temps. Pas facile à sortir celui-là. C'est que tout va très vite. Tout va très vite. Le temps passe très vite. Donc, on va oublier. Surtout quand on se lance au départ. Au départ, on n'a pas beaucoup de personnes dans son réseau. Alors, on va se dire justement, putain, j'ai mes collègues de bureau, j'ai mes amis et tout, on ne veut pas trop passer. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les gens, moi, on me surnommait le CEO de LinkedIn quand j'étais employé, que je travaillais dans ma startup, que je publiais tout le temps. Et forcément, j'étais le seul de tout mon réseau à publier. Donc, on voyait que moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, première chose, c'est se dire, les gens oublieront. Donc, c'est pas très grave. Deuxième peur qu'il y a souvent, c'est le bad buzz. Peur du bad buzz qui revient très souvent. Se dire, en fait, si j'ai une connerie, je peux griller ma carrière. Déjà, non. C'est très rare. Et t'es pas aussi gros, t'es pas non plus, je sais pas, TF1, M6, donc c'est pas aussi grave que ça. Mais surtout, moi, je connais des personnes, par exemple, sur LinkedIn qui ont fait des bad buzz et qui ont eu, en fait, comment dire, ils ont été cohérents dans leur communication. Une personne en particulier, auquel je pense, qui est dans les ressources humaines, qui a lancé un e-book à 100 balles et qui avait dit, si t'es pas capable d'acheter ce e-book, c'est que t'es un clochard. Tel quel, elle avait dit. Ça, c'était à 2-3 ans. Et quand tu es dans les ressources humaines, que tu prétends être une RH humaine, t'es là, ok, bizarre. Sauf que donc, tous les gens étaient venus la dégommer. À juste titre ou pas, ça c'est chacun son interprétation. Mais en fait, elle était restée, comment dire, elle a dit non, mais je suis d'accord avec ce que je dis, je suis aligné avec ce que je dis. C'est qu'en fait, si tu veux trouver un travail et que tu n'es pas capable d'investir 100 balles, bon bref. Et cette personne-là, en fait, ce bad buzz, elle a transformé en force parce qu'au final, ça parlait à certaines personnes. Moi, j'ai arrêté de la suivre direct, mais j'avais vu quelques mois après, elle avait gagné 5000 abonnés, tu vois. Ouais. Et du coup, elle est devenue, petite anecdote, c'est une LinkedIn Top Voice, tu vois. Donc, c'est ce classement où ils font chaque année LinkedIn, où ils choisissent 20 personnes. Cette personne-là en a fait partie une année. Donc, c'est dire à quel point le bad buzz n'existe pas aussi. Et donc, en fait, et surtout au départ, tu es sous les radars. Personne te regarde. Enfin, entre guillemets. Hein. Donc, c'est le moment de tester plein d'horaires, plein de formats, d'y aller à fond. De toute façon, t'as quoi à perdre? Tu es en train de construire ta communication et c'est vrai pour tout. Donc oui, tu vas faire des trucs qui seront moins bien que ce que tu pourrais, qui vont moins bien marcher que ce que tu espérais, et des trucs qui au contraire, tu vas te dire putain, j'ai passé 10 minutes et c'est le truc qui marche le mieux. Mais tout mesurer, essayer de comprendre, faire des hypothèses, pourquoi ça marche, tester, analyser, retenter. En fait, si tu es là pour faire vite ton business, tu n'as pas à avoir peur du ridicule. C'est peut-être un peu dur de dire comme ça, mais c'est vrai en fait. C'est à un moment donné, si tu veux vivre de ton activité, il faut t'en donner les moyens aussi. Et juste avoir peur de ce que diront les autres, c'est pas une raison valable. Donc, il faut y aller, t'as rien à perdre. Okay. Et justement, on a une question sur ce sujet-là. De moi, on a 2 questions même. Donc, la première, c'est de Mohamed. Donc, c'est quels sont tes conseils, toi? Est-ce que tu conseillerais plus... quel réseau tu conseillerais pour publier? Et est-ce que c'est plus une question de format ou de réseau qui marcherait? Quel réseau je choisirais et quel format, en gros? Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Tout dépend de ta stratégie, de ta cible, c'est vrai. Si tu vises un profil un peu jeune, en dessous de 15 ans, on va dire, tu as tout intérêt à aller sur TikTok. Sur LinkedIn, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Ça ne sera pas idéal. Donc, c'est comprendre où se trouve ta cible dans un premier temps. Pour moi, il n'y a aucun réseau social qui est mauvais. En passant de OnlyFans à TikTok à LinkedIn, Twitter, tout est intéressant, en fait. Du moment que ta cible s'y trouve et qu'elle est prête aussi à passer
à la caisse, quoi, à payer. C'est intéressant d'aller parce que les gens vont dire oui, mais sur TikTok, il y a combien 2 milliards d'utilisateurs? Je ne sais pas combien, il y a beaucoup de gens. Il y en a énormément. Ouais, et 1 milliard. Oui, comme tu dis, plus jeune que sur LinkedIn, par exemple. C'est ça. Mais du coup, tu dis 1 milliard de personnes, il y a forcément ma cible. Même moi, tu vois, les personnes que j'accompagne ou quoi, la plupart sont sur TikTok. Mais elles ne sont pas sur TikTok pour que je leur vende de la formation. Elles sont là pour se divertir. Donc, c'est ça aussi, comprendre l'intention qu'il y a sur chaque réseau social. Chaque réseau social a son identité et son intention. Donc, ça ne me sert à rien de toucher 1 million de personnes sur TikTok qui ne vont pas acheter, alors que sur LinkedIn, je peux faire un post qui sera vu peut-être par 1000 personnes, mais choper 5 contrats derrière. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est comprendre où est ta cible. Et pour les formats, donc, première chose, tester ce qui marche pour toi, tester avec quoi tu es à l'aise aussi. Si tu vois que tu mets 6 heures à faire des carousels, même si tu as des bons résultats, c'est pas rentable, tu vois. Donc, si tu prends pas de plaisir surtout, si c'est une torture, en fait, tu vas pas durer. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir durer aussi. Donc, les formats, c'est les tester, voir avec quoi tu es à l'aise et voir avec quoi ton audience est réceptive. Donc, si tu vois, par exemple, que, je sais pas, il y a des sortes de formats vidéo courtes, verticales qui marchent, t'acharnes pas à faire des vidéos longues de 30 minutes. Concentre-toi sur ça aussi. Concentre-toi sur l'essentiel. Et puis, comme tu l'as dit, il y a une question de régularité. Avant toute chose, dans certains secteurs, on dirait même, pour rebondir sur avant, le bad buzz, c'est quand même un buzz, quoi. Donc, ça, c'est forcément, c'est la création de contenu régulière quand même qui fait la force. On avait reçu notamment Christopher qui expliquait qu'il avait fait un challenge où il postait tous les jours. Oui, au tout départ. Ouais. Et justement, quand tu parles de tester, est-ce que, parce qu'on a une autre question, mais avant ça, est-ce que toi, tu as connu des fails ou des flops qui t'ont un peu appris et du coup, dans ton expérience aussi? Ouais, sur des exemples de posts, du coup, toi aussi, les good buzz, bad buzz, ceux qui ont peut-être fait décoller ta notoriété, à l'inverse, qui t'ont plombé. Ouais. Alors, des posts qui ont floppé, j'en ai tellement que je ne saurais pas te dire. Honnêtement, et c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que là, je suis peut-être à, j'en sais rien, j'ai peut-être posté pour moi pas loin de 1000 posts en 3-4 ans. Je dois être pas loin de 1000 posts. J'en ai peut-être 200 qui ont floppé, j'en sais rien, je te sors des chiffres. Mais je ne saurais même pas m'en rappeler parce que bon, mais c'est fini. La page est tournée et j'ai dû en tirer les conclusions et j'ai plus fait les mêmes erreurs, entre guillemets. Il y a plein aussi de formats qui n'ont pas marché à une époque et qui ont marché plus tard. Tu vois, des sortes de vlogs, des trucs comme ça. Donc, il y a ça. Des bad buzz, ouais, j'en ai eu un en particulier qui m'a vachement marqué, je pense que j'en avais parlé, mais en gros, j'avais fait une sorte d'image en mettant, c'était tranquille, mais en disant comment on prononce LinkedIn, est-ce qu'on dit LinkedIn ou LinkedIn? Voilà. Ouais. Il fallait voter avec des réactions, c'était aussi gentil que ça, quoi. Et il se trouve qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle les Nurshi de LinkedIn, mais voilà, c'est des gens qui vont faire les haters, mais pas vraiment en face, ils vont quand même prendre un petit groupe Facebook, et ils avaient partagé ce post. Donc moi, j'avais dit, on dit LinkedIn ou LinkedIn, et les gens avaient dit, on dit, je vais le dire, nique ta mère, on dit fils de pute, viens quand on discute à 1 mètre de distance avec une batte de baseball, va niquer ta mère, des trucs comme ça. Pour un post aussi, mais aussi bête que ça. Et donc forcément, moi, c'était au départ où je me lançais, je l'ai pris vraiment mal. Je me suis dit, mais merde, enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi? Et en fait, je me suis dit, mais non, j'ai rien fait de mal. J'ai voulu animer ma communauté. Certes, c'est pas le post le plus intéressant, c'est pas le plus de valeur, mais tous les posts sont pas censés révolutionner ta vie non plus. Et on anime une communauté, en fait. Donc, on est sur le long terme aussi. Donc, ça avait fait beaucoup d'interactions. Les gens, ils avaient bien rigolé, on s'était bien marré. Et voilà, c'était juste léger. Moi, je m'étais dit, j'ai pas trahi qui je suis, ou l'image que je voulais renvoyer en tout cas. Donc, à partir de là, bon, il n'y a aucun souci. Et après, les haters aussi, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Et tout le monde, en fait, c'est pas parce que quelqu'un vient de façon virulente sur tes posts, c'est un peu agressif. Il y a des gens qui ne savent pas trop mettre les formes. Qu'il faut le prendre personnellement et dire, oh, lui, c'est un hater. Non, il y a des gens qui veulent juste aussi défendre leur point de vue. Donc, encore une fois, l'échange. On est là pour apprendre de tout le monde. Même quelqu'un qui vient en commentaire, qui vient pour un petit peu affirmer sa position, mais avec qui on peut échanger, c'est quelqu'un de très intéressant, en fait, de qui on peut apprendre. Par contre, quelqu'un qui vient juste pour t'insulter, bon, là, tu te prends pas la tête, tu le bloques et puis c'est fini, quoi. Faut pas se blender aussi et arriver à... Oui. Il faut dissocier beaucoup son image perso de son... Ça, ce que tu disais là, effectivement, différencier l'ego de la notoriété ou de ton image... C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout quand on dit qu'on est responsable de ses échecs, de ses qualités, ce que je disais, enfin, de ses réussites au départ, c'est pas facile de dire à quel moment je mets la barrière entre moi et mon business, quoi. Alors, on a d'autres questions, on va enchaîner. Ouais, effectivement. Alors, est-ce que tu as des conseils pour publier sur LinkedIn quand, en fait, son métier n'est pas coach ou copywriter
et en tenant compte de l'algo actuel. Parce que l'algorithme qui évolue constamment, Voilà. j'imagine. Oui, alors là, l'algo, il a changé il y a bientôt 6 mois. Oui, c'est ça, il a changé. Et il a mis une espèce de roost à tout le monde. Et en termes de visibilité, c'est compliqué. Alors moi, elle a été divisée par 3 ou 4, ma visibilité, le nombre de vues que je fais. Ok. Pour autant, mon engagement est resté en termes de valeur pure. Je fais à peu près le même nombre d'engagements. Certes, j'ai des posts qui deviennent moins viraux. Voilà. Pour autant, la base est solide quand même. Bon, c'est le travail aussi que j'avais fait pendant des années. Donc moi, c'est vrai que je ne peux pas trop comparer. Par contre, pour les gens qui se lancent, c'est vrai que ça peut être plus difficile, ça peut être prendre plus de temps au départ pour se faire connaître. Juste par ces posts. Parce qu'avant, ça pouvait être très organique. Juste si tu avais un post qui buzzait, là, tu commençais à avoir d'un coup, tu as 1000 personnes qui arrivent, qui te suivent, et là, c'est bon, la machine est lancée. Donc, c'est plus compliqué, ça peut faire peur. Je pense aussi qu'il faut se concentrer sur les bonnes métriques. Les vues, c'est un indicateur intéressant, c'est pas l'indicateur le plus intéressant. Pour moi, et d'autant plus au départ, mais c'est les commentaires, par exemple, voir les échanges qu'on va créer. Si tu arrives à créer de l'interaction et à créer de l'intérêt comme ça, je veux dire, l'or, la monnaie sur les réseaux sociaux, c'est le temps d'attention. Imagine le temps que ça prend de liker, imagine le temps que ça prend de lire un truc, ça va vite, quoi. Mais par contre, quelqu'un qui prend le temps de faire un commentaire, alors ça, mais c'est le type, il s'arrête le type ou la femme s'arrête dans sa journée, et il va prendre le temps de te dire quelque chose. Et même si c'est un truc un peu costaud, les commentaires, c'est vraiment intéressant parce que derrière, c'est des gens qui vont pouvoir, en fait, que tu vas pouvoir revoir, qui vont pouvoir revenir aussi sur tes posts régulièrement, et en fait, ils vont donner de la puissance. Et l'algo pousse plus d'ailleurs les commentaires que les likes. Donc, en te lançant, c'est juste te dire, je ne vais pas être une star dans 2 jours. C'est aussi te dire, il faut construire les choses petit à petit. C'est publier régulièrement, la régularité. La salle de sport, tu auras beaucoup plus de résultats si tu vas à la salle de sport tous les jours pendant 10 mois, plutôt que si tu y vas de façon hyper intense tous les 15 jours. Clairement. C'est la régularité. La question suivante d'ailleurs. Est-ce que c'est nécessaire de poster du contenu très régulièrement pour gagner en visibilité? Effectivement, l'algorithme visiblement continue de promouvoir les personnes qui postent régulièrement, quoi. C'est ça. Je pense que si tu arrêtes de poster pendant peut-être 10 jours, tu as bien une semaine derrière où ça peut être compliqué. Mais c'est l'algorithme, peut-être. Je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur sur LinkedIn, donc moi, je ne prétends pas savoir. Mais donc, ça peut être l'algorithme. Mais il y a aussi le fait que les gens, plus tu leur es familier, plus ils vont avoir tendance à te faire confiance aussi, à revenir régulièrement. Donc, si tu as arrêté de publier pendant un petit moment, les gens, ça va être affreux, mais ils vont t'oublier. Encore une fois, ça passe beaucoup plus vite le temps sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Une semaine d'absence, c'est un mois dans la vie réelle. Donc, il y aura moins d'attachement. Donc, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est comme une relation amoureuse, comme une relation d'amitié. Ça s'entretient au fur et à mesure. Donc, la régularité, c'est important pour ça. Et j'ai même envie de dire la régularité, pas seulement poster 3 fois par semaine, mais par exemple, cette semaine, je poste lundi, mardi, mercredi, et l'autre, je poste 3 fois le dimanche. Non, c'est vraiment aussi avoir une régularité dans les horaires, tu sais, et les jours aussi. Tu crées une habitude chez les gens que tu suis. Ouais. Okay. Et ça, c'est un truc que j'ai mis un peu longtemps à avoir. Après, parce que aussi, je teste aussi régulièrement des nouveaux horaires. Tu vois, tous les 2 semaines, je vais me faire un petit post un petit peu what the fuck et je vais publier, j'en sais rien, un horaire qui marche pas parce que tu as des opportunités parfois. Moi, j'ai accompagné des personnes, des clients. Pour moi, le pire moment pour publier, c'est samedi soir à 20h. Tu n'as personne parce que c'est le week-end. Oui, sur Instagram ou quoi, tu as du monde le week-end. Sur LinkedIn, les gens, ils coupent le boulot, tu vois. Et pourtant, c'est même avec moi, mais avec un client en particulier, 2 fois, énorme buzz, quoi. Parce qu'il y avait moins de monde, certes, mais il y avait beaucoup moins de monde qui publiait aussi. Donc, en fait, il s'est pris la grosse part du gâteau. Donc, je me suis un petit peu perdu. Mais oui, en gros, la régularité et aussi de tester. Ouais, c'est parfait. C'est la régularité, oui. Être régulier, connaître aussi ses limites. C'est pas se dire, comme Christopher a pu le faire au départ, parce qu'il avait les compétences de publier une fois tous les jours. Aujourd'hui, maintenant, publier une fois tous les jours, ça paraît normal. Mais à l'époque, parce que c'était il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, moi, je sais que je débarquais aussi à ce moment-là sur LinkedIn. C'était incroyable, c'était le seul à faire ça. Mais il faut être capable aussi d'avoir une organisation qui te permet de faire ça. Si ça te prend 4 heures, encore une fois, à écrire un post, va pas te dire je vais faire ça tous les jours. Tu vois. Mais commence peut-être aussi doucement, créer une habitude surtout, et être régulier. Et surtout aussi, une chose qu'il faut que je précise avec les commentaires, il y a un biais psychologique qui s'appelle le biais de réciprocité. Si tu donnes à quelqu'un, il aura plus facilement tendance à te donner un retour. C'est vrai dans tout, mais en gros, c'est le principe de l'échantillon. Voilà, les échantillons te donnent et après, derrière, tu achètes. Si tu veux avoir aussi de la visibilité, attends pas que les gens viennent vers toi. Va aussi vers les autres. Va donner avant de recevoir. J'ai l'impression d'être un prêtre. Mais du coup, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que tu vas créer du lien. Les gens vont se dire, oh, c'est qui? Ils vont te voir revenir plusieurs fois dans les commentaires. Et moi, c'est clair que, tu vois, par exemple, je reçois beaucoup de demandes de connexion par semaine. Il y a des gens, moi, je refuse parce que je
je vois pas d'intérêt, on ne voit pas de message particulier. Et parfois, je me dis, cette photo, je la connais. Et en fait, c'est quelqu'un qui vient régulièrement se connecter. Et du coup, c'est des gens avec qui je vais parler directement. Donc, il y a tout à gagner. À donner, pas avoir pardonné et aller s'engager chez les autres, en fait. Faire ce que tu aimerais. Putain, là, je vais faire encore prêtre. Mais faire aux autres ce que tu voudrais. Non, c'est. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Voilà. Et bien, donc, fais aux autres aussi ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et pour. Alors, du coup, on va reprendre peut-être une dernière question parce que ça se groupe. Sinon, il nous reste 5 minutes. Moi, j'ai une question. Attendez, aussi, on va la faire rapidement, mais ça se rejoint un peu sur ce que tu disais. Une question, merci pour les questions déjà. Quand on est chef de projet freelance, et donc ça rejoint la question de la personne qui disait quand on n'est pas coach ou copywriter, est-ce que finalement il y a autant d'intérêt à publier sur LinkedIn lorsque tu es sans lien avec la com ou le marketing, quand tu bosses dans l'IT, dans les SI? Est-ce que tu vois toi encore un intérêt de publier sur LinkedIn? Oui, alors c'est vrai qu'on peut avoir peur parce que ceux qui publient le plus, c'est des gens dans le digital. Ouais, ça va être community manager, ça va être quoi, tout ça, coach, voilà, tout ce qu'ils disaient. Il y a de la place pour tout le monde. Dernièrement, l'un des plus gros buzz de l'année, je crois le plus gros buzz de l'année qui a été fait, c'est par, je me rappelle plus son prénom, je suis désolé, qui est quelqu'un qui est plombier ou, vous savez, qui est venu avec sa truc pour toucher et qui a fait un énorme buzz en disant est-ce que j'ai ma place ici? Oui, en fait, à ta place. Le personal branding, le but, c'est d'être la première personne à qui on pense quand on pense à toi, quand on pense à une expertise, pardon. Et du coup, forcément, c'est pas parce qu'il y a personne qui le fait dans ton domaine que ça veut dire qu'il faut pas y aller. Ça veut dire que tu peux être aussi le premier. Moi, j'accompagnais des gens dans l'immobilier, dans des avocats, des écrivains. J'ai eu, donc, c'était des gens, tu vois, des trucs très différents. Il y a eu des artistes, voilà, un petit peu des peintres ou quoi. Tu dis, mais rien à faire sur LinkedIn. Mais non, en fait, LinkedIn a son identité, certes, a ses codes, mais LinkedIn met en avant l'expertise, en fait. Les gens, chacun vient avec son expertise, ses talents. Et derrière, tu peux booker, tu peux créer, en fait, c'est aussi un système de conversion. LinkedIn, c'est un système d'attraction. Derrière, c'est un bon système de conversion, c'est-à-dire que tu vas créer, par exemple, je sais pas, des rendez-vous pour discuter, etc. Sur ton calendrier, tu vois, réserver un appel ou quoi. En fait, LinkedIn peut être très pratique pour ça. Tu vas pas faire ta vente à travers LinkedIn, mais LinkedIn va être un des canaux d'acquisition et un des canaux où tu vas construire ta notoriété aussi. Je prends l'exemple de l'immobilier. Ça n'a rien à voir, c'est un truc très physique, l'immobilier. Et parce que la startup dans laquelle je travaille aussi, c'était aussi l'immobilier. Et justement, elle s'était digitalisée. Donc c'est là, et ça a été, maintenant c'est presque une licorne en Espagne, donc c'est un truc de fou, quoi. Bref, mais la personne que j'accompagnais à l'immobilier, elle, son but, c'était d'arriver la première sur les dossiers. Parce que dans l'immobilier, c'est là où tu fais de l'argent. C'est quand tu arrives le premier sur les dossiers que tu fais les premières offres. Et on ne se rend pas compte de ça. Et du coup, lui, il était forcément dans son truc local, etc., dans le sud-est de la France. Bon, sur LinkedIn, tu communiques avec tout le monde, avec toute la France, avec même d'autres pays. Mais pour autant, le fait qu'il ait été reconnu comme ça, qu'il a développé son autorité et que c'était le numéro 1 de l'immobilier après sur LinkedIn, du coup, quand tu pensais immobilier, achat immobilier, quoi que ce soit, tu pensais à lui directement. Et les gens, en fait, il a renversé le rapport de force et les gens sont venus vers lui. Et donc, il se retrouvait forcément, donc ça a été des millions d'euros par mois à faire sur LinkedIn. Vraiment, c'était des résultats incroyables parce qu'il était tout simplement le premier. Et alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il était le plus connu dans la vraie vie, tu vois. Mais c'était sur LinkedIn, c'était la personne à qui on pensait. Du coup, ça rejoint une petite question, mais donc je vais la retourner. Mais du coup, donc la principale raison pour laquelle les freelances viennent te voir et te demandent un accompagnement, c'est quand même du coup de créer ça, de s'améliorer sur son personal branding et de améliorer sa autorité pour son entreprise ou. C'est ça. Ça, c'est l'objectif final. En fait, l'objectif final, c'est tout simplement gagner de l'argent, faire vivre son business, ce qui est normal. On est là pour ça. Donc, et c'était aussi le sujet du jour, c'est que c'est tout à fait possible de gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Encore une fois, pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés, pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'abonnés. Ce qu'il faut, c'est avoir le bon contenu, publier régulièrement, partager les bonnes choses, les choses intéressantes. Des photos de votre chat, ça peut être intéressant, ou de mon chien, comme ici. Mais ça peut être intéressant de temps en temps pour créer du lien, pour créer la proximité. Mais baser toute sa stratégie sur ça, sur juste parler de soi, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est aussi parler de son expertise et aller chercher les douleurs des personnes à qui on s'adresse. Une fois qu'on identifie ça, et je dis pas que c'est quelque chose qui se trouve du jour au lendemain. Au contraire, c'est des choses qui se creusent. C'est pour ça qu'il y a des posts. On va voir justement le fait de publier aussi régulièrement et en quantité. On peut voir quel axe marche, quel post marche, et on peut identifier aussi les thématiques sur lesquelles on peut jouer. Je me suis perdu encore une fois sur la question. Non, c'est grave ça. Et effectivement, c'est quand même dans la question du site, effectivement, il y a des personnes qui viennent pas seulement te voir pour Canva, entre guillemets, mais qui viennent aussi te voir pour OK, Seb, améliore-moi mon personnel branding. Oui, ou trouver des nouveaux clients. Je pense que c'est ça, je les prends à différents stages. Ça dépend, à différents moments. Okay. Il y en a qui viennent au départ, à qui je vais faire leur stratégie, vraiment, les orienter. Il y a des gens qui sont plus avancés, avec qui je peux rééquilibrer, remettre des axes de direction ou quoi, et après les accompagner dans la création de contenu, justement à parfaire leurs armes
et à s'approprier ces armes-là. Moi, je veux les rendre aussi indépendants. Je ne suis pas là pour qu'ils soient dépendants à moi. Au contraire, c'est pour les rendre libres. Eh bien, mais carrément, c'est déjà une bonne conclusion, enfin une bonne manière d'aborder le sujet et la conclusion de celui-ci. Pour conclure, peut-être, Seb, merci encore une fois hein, vraiment à toutes les personnes qui ont participé sur le chat et qui se sont animées et qui ont osé justement comme il faut oser sur LinkedIn. Exactement. De la même manière, est-ce que tu aurais, alors on a parlé de pas mal de choses, le différentiel entre l'argent et les likes, entre l'ego, la notoriété, est-ce que finalement, après tout ce qu'on a dit, tu aurais peut-être un final tip, un conseil, peut-être sur toute la population de freelance ou d'apprentis freelance qui nous regardent pour justement développer leur notoriété? Un conseil, c'est dur de dire un conseil. Alors, tu peux faire une redite, hein, mais si tu penses à quelque chose que tu n'as pas évoqué. Ouais, non, c'est. Résumé justement ce qu'on s'est dit ou le highlight à retenir. De fin de session. Il y a plein de choses que j'aimerais dire, mais ouais, déjà, j'ai envie de dire, première chose, oser ne pas se mettre. Souvent, on est ses propres barrières, c'est nous qui les mettons, hein, les barrières. Donc, ne pas essayer de se trouver des excuses, enfin, comment dire. On a tendance à se dire, mais ça n'a pas marché pour telle ou telle raison. Non, il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent pour réussir. Moi, je suis plutôt du côté con et j'ai réussi à faire mon trou. Tout le monde a sa place, tout le monde a sa voix. Et tout le monde peut trouver sa voix dans tous les sens du terme. Trouver sa voix VOIE et VOIX. Et si tu ne parles pas, si tu ne prends pas la parole, personne ne le fera pour toi. Tu as le droit de réussir, tu as le droit de gagner de l'argent de ta passion. Tu peux le faire selon tes propres règles. Ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Ça arrive, on peut le faire. Et certes, tu ne deviendras peut-être pas influenceur, mais tu peux vivre de ta passion facilement. Donc, ce qu'il faut, c'est tout simplement oser baisser ses barrières, oser être soi et oser se lancer, oser faire des erreurs. Ça fait partie du jeu, les échecs, ça fait partie du jeu, mais derrière, c'est se concentrer sur les réussites et les développer, et voilà quoi, c'est simplement oser, j'ai envie de dire oser. Trop cool, merci, c'est parfait. Franchement, c'est un mot exceptionnel pour terminer, oser. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est surtout ça la recette. Merci beaucoup, Sébastien, pour ton temps en tout cas, et pour nous avoir amené un peu de ton expertise. Je voudrais remercier une nouvelle fois, je l'ai beaucoup fait, mais une nouvelle fois les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Si vous voulez continuer d'échanger avec nous, avec Sébastien évidemment, alors soit vous allez sur son site, la Canva Academy notamment, où on peut te parler sur LinkedIn d'ailleurs hein, aussi. Vous dites que vous venez depuis ce live. Et puis évidemment, Little Big Connection. Ouais, .com, exactement. Pour en savoir plus notamment sur vos recherches de projets, et portalia.fr pour l'aspect plus protection autour du freelancing. Merci encore Seb. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous deux pour l'invitation. Ciao. Au revoir.